Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette 19e édition de cette balado SFTV. Mon nom est Olivier Turcotte et cette semaine, dans ma compagnie, j'ai mes trois acolytes de l'habitude, donc Luc Carbonneau, Pierre-Luc Dallaire et Éric Drapeau. Bonsoir, messieurs! Bonsoir. Bien le bonsoir, Olivier. Bonsoir. Donc, on a une balado assez chargée cette semaine, beaucoup d'événements qui se sont déroulés au sein, surtout de la course automobile réelle, au sein de la course automobile virtuelle. Je dirais pas business as usual parce qu'on a quelques saisons qui tirent vers leur fin ou plutôt vers une phase très charnière si on veut. Mais tout d'abord, allons du côté de la Formule 1, l'IndyCar évidemment, vous savez un peu de quoi on va parler, mais pour la Formule 1, commençons avec le Grand Prix de la semaine dernière, soit le premier Grand Prix de la saison à Portimao. Il en reste encore 4 autres je crois, à Portimao d'ici la fin de la saison. Donc, 4 autres. Donc, merci beaucoup, Eric. Donc, on va suivre évidemment ça. Portimao se transporte en fin de semaine du côté d'Imola, mais pour l'instant, on va aller du côté du seul, l'unique, le vrai Portimao. Pour commencer, tout un Grand Prix auquel on a eu droit, quelque chose qu'on s'attendait pas du tout en arrivant à ce circuit-là. Que Lewis gagne. Non, ça, je l'avais appelé dans des prévisions météorologiques la semaine dernière, rappelez-vous-en. Qu'on ait une course qui a été possiblement un des plus beaux spectacles de la saison jusqu'au 20e tour où est-ce que l'on est revenu sur nos bonnes habitudes. En effet. Ben. Carlos Sainz qui est mené pendant quelques tours quand même, hein, je le rappelle. Pas sûr que personne n'a voyé venir celle-là. Non, effectivement. On croyait pas non plus voir Kimi Raikkonen passer de 17 à 6 au premier tour non plus. Non plus. Écoutez, Moi, dans mon cas, je me suis levé le matin puis j'étais rendu au 23e tour. Donc, j'ai tout manqué ce qu'il y avait de bon dans ce Grand Prix-là. Non, mais Je l'ai blague trouvé affreusement plate. Bon, est-ce qu'on peut souligner le fait que Max Verstappen aura finalement eu sa revanche contre une voiture rose? Il a dû croire que c'était encore Ocon qui essayait de le dépasser. Là. Oh, à... oh. T'es sérieux, là? Tu veux Ah, vraiment amener Brésil 2018 sur la table, là? Ben, je veux dire, autant en FP1 qu'en course, on a vu que les Racing Point ont eu de la misère avec M. Verstappen ce week-end, on se le cachera pas. Moi, je vais te dire, en FP1, là, il est mieux de se regarder le nombril avant d'aller chialer à Stroll, là. Ça, c'est mon point de vue, là. Mais, puis en course, ben écoute, Perez est en avant de lui. Je comprends que Perez est à l'extérieur, mais on voit que Verstappen a moins de vitesse non plus, puis il fait comme il en fait comme Gasly puis Kvyat qui check les clôtures en Russie, il fait comme pas grave, on va tourner à la Ils ont droite la même pareil. vitesse. Tu Ouais. sais, j'ai trouvé ça plate au début. J'aurais aimé ça qu'il pleuve plus. Je pense que tout le monde aurait aimé ça. Les McLaren semblaient peut-être être plus avoir un peu plus d'appui aérodynamique, je pense. Mais somme toute, je dirais que bon, en avant, ça c'est des. Tu sais, quand Max Verstappen prend un tour à Alexander Albon, c'est là que tu vois que tout est normal. Par contre, je pense que ça s'est vraiment battu en milieu de peloton là, de façon très convenable. Là, je pense avec Sergio Perez qui a réussi à revenir miraculeusement 5e puis qui s'est battu avec Gasly et Ricardo. Ça, par contre, il faut souligner, là, ça a vraiment été une bonne performance à ce chapitre-là. Tout à fait. D'ailleurs, on parlait de Stroll tout à l'heure. On va tout de suite passer ce dossier-là tout de suite. Stroll versus Norris. Stroll coupable ou non? Je vais dire incident de course, mais en même temps, c'est tellement difficile de dépasser avec ces voitures-là quand on a l'occasion de le faire. On va le tenter. Je pense que Portimao a été un exemple et ça a été mentionné par Daniel Ricciardo dans un article, qu'un virage à haute vitesse pour lancer le tour, donc pour terminer le tour et pour lancer le suivant, donne de très belles batailles à côte, comme on a pu le voir au fil de l'épreuve. Malheureusement, des batailles à côte, ça veut dire que des pilotes qui ne sont pas habitués de se battre côte à côte, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, c'est les meilleurs pilotes disponibles sur le plateau. Mais dans ce genre de voiture-là, c'est très difficile, avec la gestion de l'appui aérodynamique dans la traînée, d'estimer la performance de la voiture quand on va tenter un dépassement. Là-dessus, je vais y aller pour un 60-40, mais je ne suis pas prêt à blâmer Stroll à 100% là-dessus. Moi, Ton exemple est bon, Eric. On n'a qu'à se rappeler à Monza quand Lewis Hamilton a dû faire sa fameuse remontée. C'est là qu'on s'est rendu compte que la voiture, derrière d'autres voitures, était pas tant bonne que ça, la Mercedes, versus quand elle est toujours devant, c'est-à-dire 1 et 2, puis que ça finit tout le temps Mercedes 1-2. Ben, ton exemple est bon. Là. Dans la traînée, la Mercedes est
pas tant bonne, malheureusement. Moi, je pense qu'on l'a vu dans la première tentative de dépassement, Lance Stroll a essayé de dépasser Norris et Norris a un peu bougé au point de freinage dans le premier virage, le tour précédent. Je pense que la fuse le fusible a sauté chez Lance Stroll puis il s'est dit ah, ben, je me ferai pas niaiser longtemps. Il a tenté une manœuvre kamikaze puis ça n'a pas marché. En effet, le problème par contre avec des manœuvres kamikazes comme ça, il faut les calculer. Si on les calcule pas, ben c'est nous qui sommes responsables. On est responsable de l'avant de la voiture. Donc, malheureusement, le 5 secondes, selon moi, Stroll était mérité. Ma première réaction que j'ai eue, c'est vraiment ah, t'as pas fait ça, Lance, come on. Non, mais c'était Je suis bien. sérieux. C'était bien tenté, mais malheureusement, on a vu justement encore une fois Norris qui va bouger sous le freinage pour aller à son extérieur, c'est possible par l'intérieur. Et justement, Stroll l'a vu, donc ça va à l'extérieur quand même parce qu'il t'inquiète là, il est commis, il a pas le choix, il faut qu'il y aille, il est rendu là. Donc il y va, mais il va quand même encore une fois refermer sur Norris. C'est là que, d'après moi, le 5 secondes était mérité. T'as bien tenté, par contre, on aurait peut-être dû avaler la couleuvre et elle est large, selon moi, pour au moins pouvoir tenter une deuxième fois par après. Là. Puis je vais mentionner quelque chose aussi. Pour ceux qui se disent ah, ben Lance Stroll a le bon jeu de faire des moves kamikazes quand il veut, son siège est assuré pour la prochaine saison, il joue pas une position en tant que telle dans l'écurie, il n'y a pas derrière. Je tiens juste à dire qu'une super licence, ça ne s'achète pas. Ouais, Fait que effectivement, c'est des si points on continue de faire des moves kamikazes comme ça, à un moment donné, c'est pas l'écurie qui va t'arrêter, c'est la FIA malheureusement. C'est pas une Mais question de super mais, licence, par contre, là-dessus, c'est une question de point de démérite. Ouais, par ben c'est contre, ça, je veux dire, c'est ça, je veux dire, c'est qu'on a des points de démérite comme sur un permis de conduire. Si on se met à faire des moves kamikazes comme ça, puis des gestes, ben en tout cas, pour ceux qui jugent que c'était un geste kamikaze, là, ben si on continue à en faire, à n'en plus finir, ben à un moment donné, ben c'est pas l'écurie qui va te sortir, c'est la pa- FIA parce que on Les a 10 trop fait. dernières années, Pierre-Luc, me font croire que ce ne sera pas un danger pour M. Stroll, sachant que Romain Grosjean a encore un volant derrière une voiture. Donc, Pas pour très Oh! longtemps, par contre. par On, contre, on va, on, a- on en reparler de celle-là. néanmoins, je dois avouer que Lance Stroll est vraiment sur une mauvaise séquence en ce moment. Euh, Est-ce qu'on part de Toscane? Après ça, on s'en va à Sochi. Après ça, il y a le Nürburgring. Et ensuite, le Grand Prix de Portugal. À un moment donné, disons que les 2 derniers mois n'ont pas été super roses là, pour Lance Stroll là, depuis son podium en Italie. Et j'allais ça dire, commence peut-être à peser un peu sur le mental du jeune Canadien. le podium en Italie. En plus, rappelons-nous, c'était pas juste un podium, c'était un potentiel de victoire avant la Ouais. relance. Bon, c'était pas fait, là. Il reste encore 30 tours à faire. Mais on a quand même relancé deuxième. On s'est retrouvé sixième à la relance. Et on a tout fait le nécessaire pour aller chercher un podium. Bien fait. Mais il ne faut pas oublier non plus il avait peut-être laissé un peu sur la table là, du côté de Monza. Et je pense que même Lance lui-même le disait là, que ça avait pas été sa relance. En effet, mais c'est pas le premier à avoir eu des difficultés à cette relance-là. On en a parlé il y a quelques semaines lors de balado. La personne qui partait deuxième était vraiment désavantagée sur ce circuit-là au départ. Et Bottas a eu le même problème que lui précédemment. Donc, d'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment blâmer Stroll d'avoir fait un mauvais départ? Je me pose la question, surtout que Stroll, c'est rare qu'il rate ses départs. Là, on a raté son départ pour la première fois, je pense, en 4 ans. Et c'est rare qu'on ait eu des problèmes de son côté par rapport au départ. Donc, il y a ça. Après ça, justement, la séquence de malchance, ça allait bien jusqu'à ce qu'il arrive une malchance. C'est à peu près tout le temps ça. On a dû retirer la voiture parce que justement, tant qu'elle est à 2 tours en retard, c'est quoi l'intérêt de rouler dans le vide et de brûler de l'essence, là? Ça, soyons francs, je pense que côté environnement, oui, mais côté c'est ça. C'est tout. pas le côté qui parle, mais côté mécanique, je vous dirais que quand vous pouvez sauver une centaine de kilomètres sa voiture, vous allez le sauver pareil, Et surtout quand voilà. vous êtes limité à 3 composantes. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup aimé encore une fois la course de Pierre Gasly qui, malgré tout, réussit encore une fois à créer la surprise, à remonter, à aller chercher des points très précieux au classement des pilotes et au classement des constructeurs pour AlphaTauri. Disons qu'il fait très bien comparativement à certains pilotes de la filière Red Bull qui déçoivent en ce moment. Mais Daniel Ricciardo aussi, qui, avec une Renault, a été en mesure sur un circuit qui avait beaucoup de vitesse, être en mesure d'aller chercher des points précieux. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le tracé. Sincèrement, je l'avais vu, on ne l'avait pas vu à la façon horizontale, on l'avait vu du haut là, par les 4 et tout. Mais 5, que c'est le fun d'avoir autant de dénivelé que ça sur un tracé. Moi,
Moi, je dirais iRacing, please fix that, parce que ça serait bien le fun de l'avoir dans iRacing. On peut-tu remonter d'une semaine quand j'ai dit exactement la même chose? Ouais, Je l'avais essayé du côté de Project Cars 2, Luc, et je me souvenais de ce troisième secteur, et je l'avais mentionné que ça allait être une montagne russe. On a vu un tour démonstratif de Daniel Ricciardo dans sa F3 qui datait de 2010, à quel point le troisième secteur était littéralement là, montée, descente, et surtout l'avant-dernier virage, cette épingle là, tout en descente, vraiment du bonbon à voir les pilotes là, travailler pour garder l'adhérence du train avant, malgré le dénivelé assez pointu. Encore une fois, messieurs, une autre quatrième place pour Charles Leclerc. C'est une deuxième consécutive. Et il est la dernière voiture restante sur le tour des meneurs. Le reste aura terminé un tour derrière Monsieur 93 victoires. 92 victoires. 92, Puis, m'excuse. mais moi, j'ai une question par rapport au tracé. Il y a une chose que je déplore. Il n'y a pas eu de DRS dans la deuxième petite ligne droite. Puis on l'a vu que s'il y avait eu le DRS, il y aurait eu beaucoup plus de tentatives de dépassement. Pas et réussite, mais ça aurait permis aux pilotes de beaucoup plus travailler en dépassement que de l'avoir uniquement dans la longue ligne droite. Et je m'explique, on l'a vu en course lorsque les pilotes se tenaient au 1, 2, 3 avec un DRS après la sortie du 4. On aurait été quand même assez de vitesse pour tenter soit des sorties en croisée ou ben non, des prises à l'intérieur. Moi, c'est probablement ce qui m'a le plus déçu parce que en voyant ce qu'on a vu en course, si on avait mis un DRS dans cette petite ligne droite-là, on voyait qu'il y avait beaucoup de voitures qui manquaient d'aspiration pour tenter une manœuvre. Pas pour compléter, mais plutôt de tenter une manœuvre de dépassement. Il y a deux aspects, Luc, pour répondre à cette question-là, et ça a attrait à la longueur là, totale de la ligne droite. L'entrée, ou je devrais dire d'abord le début de la ligne droite, la ligne droite va précéder un virage, on va dire, à bon appui aérodynamique, là, un virage qui est en relance, à bonne vitesse. Ou est-ce qu'il est possible d'être côte à côte? On a vu qu'est-ce que ça arrive quand Verstappen était côte à côte à Perez. Oh, wait. Mais on ne peut pas mettre une zone de DRS trop tôt dans cette ligne droite-là, puisqu'il y a la sortie de virage, on peut pas permettre aux voitures d'ouvrir le DRS tant qu'elles ne sont pas pleinement en ligne droite. Aussi, avant le freinage à l'épingle du numéro 6, il y a un gros dénivelé vers le bas. Donc, il faudrait que la zone de DRS se ferme avant que les voitures commencent à prendre ce dénivelé-là pour avoir le maximum d'appui aérodynamique pour le freinage. Sinon, ben, les risques de bloquer les roues, comme on a vu au premier tour. Bon, au premier tour, il y avait la précipitation et les pneus froids qui n'ont pas aidé là, aux nombreux lock-up, je vais me permettre l'anglicisme, à cet endroit, à cette épingle. Mais si on y ajoute une zone de DRS, ben, c'est certain que les risques sont beaucoup plus élevés. Donc, initialement, j'avais compris pourquoi on n'avait pas mis de zone de DRS à cet endroit. La ligne droite est tout simplement pas assez longue. Mais certes, peut-être à revisiter pour le futur. Par contre, il restera à voir ce que la FIA peut faire entre ses règlements et bien évidemment l'adaptation qu'elle peut y faire. Tout à fait. Donc, en terminant, bien voilà, très, très beau Grand Prix. Puisqu'on qu'on a appris à connaître, qu'on apprécie maintenant, je crois que si on peut forcer la main de Liberty Media et de retourner là dans les saisons prochaines, peut-être faire un genre de Grand Prix d'Europe qui justement va pouvoir passer, exemple, du Nürburgring, Imola, Portimao, également Mugello. Si on peut faire une transition entre les quatre là, une présentation plutôt. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant, justement, de revenir à des anciens circuits, de redécouvrir des nouveaux circuits qui ne resteront pas toutes les saisons nécessairement, mais qui au moins seraient plus intéressants que d'aller dans un paradis pétrolier. Arabie Saoudite. Qui, justement, va être notre prochain lien. L'horaire de la Formule 1 2021 a été dévoilé, ou plutôt a été coulé, pour ainsi dire. Et on a un Grand Prix de plus, je viens de le mentionner, en Arabie Saoudite. Tiens. J'ai un malaise profond. Honnêtement, j'ai un gros malaise. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas de malaise face à ça. Moi, personnellement, c'est une décision que j'ai de la misère à comprendre, mais bon, hein, ça a parlé. Donc, à partir de ce principe-là, il faut juste regarder le calendrier et dire, ben, faites-vous sûr que c'est vraiment la meilleure option que vous pouvez faire, là? Il n'y a pas d'autre chose que vous pouvez améliorer. Je pense que c'est vraiment plus ça, mais sinon, bon. En même temps, avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que 2021, ça va vraiment marcher? Je pense qu'encore une fois, il va y avoir beaucoup de circuits qui ne sont pas là, qui étaient censés être là, puis qui ne seront pas là. Moi, je pense qu'on va avoir le droit à un autre calendrier remanié, là, surtout en première portion de 2021. Il y a des bonnes chances. Moi, ce que je vois, en fait, Arabie Saoudite va réellement se passer. Pourquoi? Je vais pas être plate.
Mais l'Arabie Saoudite, là, je veux vraiment focusser un peu là-dessus avant qu'on aille vers le reste, parce que le reste, on s'entend que c'est le calendrier 2021, 2020, mais avec une piste de plus, là, soyons exactement ça. Calendrier original. Ce que je vois, c'est encore une fois une tentative de whitewashing au niveau de la politique. Il y a une personne, là. Mais c'est vraiment, on tente de s'intégrer si on veut. Oui, il y a l'argent. Mais l'argent, si on a l'argent, justement, c'est parce qu'on veut s'acheter une certaine crédibilité au niveau international. Et il y a quelques façons de le faire. Une des façons de le faire, c'est de tenir des événements d'envergure comme ça. On pense, le Qatar a commencé avec la Formule 1, va avoir la Coupe du Monde 2022 du côté du soccer. Il y a un lien là. L'Arabie Saoudite voit ça. On peut faire la même chose. On va tenter d'aller faire le même geste si on veut. Donc, vraiment, on a une alternative du côté de certains régimes de vouloir tenter de laver un peu le régime, de le rendre plus propre, entre guillemets, en faisant ce genre de choses-là. Et c'est voir comment ça que la FIA réussit à prendre le bait, à mordre à l'hameçon, si on veut, de ces régimes-là. Et là, je fais un petit commentaire politique, mais malheureusement, dans cette situation-là, on peut pas séparer les deux. C'est dommage, mais on peut pas séparer les deux. Les deux sont intrinsèquement liés. Et il s'agit tout à coup sûr d'un coup politique beaucoup plus que d'un coup stratégique marketing pour la Formule 1. Oui, ben, là-dessus, oui, en grande partie, c'est un coup politique. Mais tu sais, veut pas, il y a aussi l'argent, ça tu l'as mentionné. J'ai le meilleur exemple que je peux donner, qui est hors Formule 1, Eric. Si on parle de la WWE en Arabie Saoudite, combien de centaines de millions de dollars ils ont donné à Vince McMahon pour avoir un événement d'envergure une fois par année là-bas? Deux par année. Ouais, c'est vrai, c'est deux par année. Il y a le Super Showdown puis le Rumble Royal. En tout cas, on ne rentrera pas dans la lutte. On ne rentrera pas dans les détails, mais il y a plusieurs centaines de millions là, qui se sont transférés dans les comptes de la WWE. Puis probablement, tu sais, oui, c'est une question politique, mais je pense pas que Liberty Media va refuser. Je dirais pas qu'ils ont eu une offre semblable, mais il y a dû avoir quelques millions de dollars sur la table, on s'entend. Et je regarde le calendrier. Est-ce que je rêve ou l'Australie n'est pas là? L'Australie est supposée être présente. Ah oui, elle est là au mois d'octobre. Oui, c'est ça. C'est vrai. Elle était transférée au mois d'octobre. Ça va. Ben, j'aime ça parce qu'on est vraiment plus dans un segment asiatique. Ça, beaucoup. Ça, honnêtement, au niveau de tout le déplacement, je trouve que c'est une décision qui est bien songée là, par Liberty Media chapitre. Débuter la saison en Australie ou la terminer, c'est plus une question de météo. Puis j'imagine aussi que l'Australie doit être contente là, de se dire bon, ben, on ne sera pas les premiers, on ne sera pas les cobayes comme l'an dernier, où est-ce que l'Australie aura été finalement les premiers à dire ben, on n'en aura pas de Grand Prix. Là. Donc, d'une certaine façon, je pense que c'est une façon pour eux de respirer un peu puis d'avoir une marge de manœuvre un peu plus importante que par rapport à ce qu'ils ont eu au mois de mars. Puis j'allais mentionner, petite parenthèse là, par rapport à ce qu'on disait pour l'Arabie Saoudite. Pour réussir à déterrer Goldberg et l'Undertaker pour leur faire un match, vous voyez quel genre de budget ils avaient. Ouf! Ça se calcule en dizaines de millions, mon cher! Ah oui, on était au 8e chiffre. Ah, c'est sûr. C'est bien sûr. D'ailleurs, Brésil également, ne pas oublier, il s'en va à Rio de Janeiro l'année prochaine. Ce n'est plus à Sao Paulo. Donc ça j'ai encore un gros malaise. J'ai beaucoup de misère. Ça, honnêtement, scraper une zone protégée ou un parc pour construire un circuit de F1 de course automobile, quand en plus tu en avais un à Rio, puis tu l'as défait pour faire les installations olympiques des Jeux de 2016, puis que tes Jeux olympiques servent plus que tes installations sont laissées à l'abandon, que tu vas recréer un autre tracé en détruisant, je pense, on parle de près d'une centaine de milliers d'arbres, si je ne me trompe pas, dans une zone de parc là, appropriée. Je comprends qu'on va dire on va faire ça de manière éco-environnementale, puis on va être amis de l'environnement. Écoutez, là, je pense sérieux, il y a une limite. On voit en plus qu'Interlagos, c'est vraiment un succès année après année. Moi, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à comprendre, de dire qu'on s'en va à Rio. Puis même encore, je pense que le Brésil n'est même pas. Je regarde le calendrier devant moi, puis le Brésil n'est même pas là. Tu sais, sincèrement, c'est une décision que je ne comprends pas parce qu'au Brésil, messieurs, souvent, on a tout le temps le droit des rebondissements. J'ai deux mots à dire, Luc. Jair Bolsonaro. Ah, écoute, ça, c'est tout ce qu'on peut dire. J'embarque pas là-dedans. Moi, le seul point, c'est que tu laisses Interlagos
pour t'en aller à Rio, je comprends que tu te rapproches, même encore tu te rapproches, mais tu voyais qu'au Brésil, à Interlagos, tu es complètement dans la ville entre les deux lacs. Honnêtement, c'est une décision qui est complètement ridicule, puis à la limite, c'est cave. Moi, le dire, c'est cave, puis c'est con. Bon. Ça n'a aucun sens, tout à fait. Puis le but, justement, c'était juste encore une fois de développer quelque chose. Et tu disais éco-énergétique ou éco-responsable. Comment est-ce que une piste de course, je suis désolé, vous savez mes vœux un peu plus pro-environnemental, même si j'aime la Formule 1 et la course automobile en général. Comment est-ce qu'une piste de course peut être éco-énergétique alors que le but, c'est malheureusement de brûler de l'essence? C'est-à-dire, ce n'est pas logique. Donc, arrêtez encore une fois le whitewashing. On revient encore à cette histoire-là de whitewashing. Là. Je suis désolé, arrêtez cette histoire-là. C'est une piste de course. On va se le dire honnêtement, là. Il n'y a pas de façon de rendre ça éco-énergétique. Je suis désolé. OK? Ou carboneux. Ça ne se fait pas. Calculant au-dessus de ça qu'ils ont détruit un parc olympique, puis on s'entend qu'en termes de pollution, toutes les infrastructures qu'ils font pour les Olympiques à chaque 4 ans ou à chaque 2 ans, voyez-le comme vous le voulez, là, dans tous les pays, puis ça finit en ruine après 4 ans. Puis j'ai pas besoin d'aller bien loin. On peut aller à Montréal. Il y en a pas mal des affaires à Montréal, des Jeux olympiques de 76 qui sont en train de dépérir. Puis oui, mais ils savent encore. Ils savent encore. Qu'est-ce qui se passe à Rio. Oui, on a été capable de récupérer certains trucs, là, je vous l'accorde, là, mais ça reste au bout de la ligne. Il y a bien des pays qui, après 5 ans, là... On va mettre une barre sur un T puis un point sur un I. Il y en a une pièce de course qui a été faite à Montréal, qui a été utilisée une fois, qui, à mes yeux, aurait mérité d'être réutilisée. Donc, la question se pose. La Formule 1 commence à se déplacer vers des circuits non permanents. On va du côté d'Hanoï, on va du côté, on pense à Miami. Est-ce que c'est un mouvement que la Formule 1 essaye de faire? Écoute, j'espère qu'ils comprennent le principe que ce qu'on veut, c'est des Bakou et pas des Monaco. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis d'accord, mais sauf que tu es d'accord avec moi, tu détruis un circuit de F1 pour faire un parc olympique qui ne te sert plus pantoute puis qui est en train de tomber à l'abandon. Une piste de F1, c'est une piste de go-kart glorifiée, mais en tout cas. C'est ça, tu sais. Refais une piste là à la place, détruis tes installations qui ne servent plus puis que tu laisses complètement à l'abandon à la place de vraiment la reconstruire dézoner un terrain. Là, c'est plus ça qui est ridicule en termes de décision. Parce que tu veux construire une piste sur du bitume déjà en partant, OK, fine, change ça, j'ai aucun problème, amuse-toi avec. Mais tu t'en vas te détruire sur des terrains vierges, comme je cherche le bon terme, un terrain forestier, une terre forestière, tu t'en vas raser ça pour faire un circuit. Hey, voyons donc, là, c'est cave. Là. Je m'excuse, mon niveau de gestion, c'est 0 plus une barre. Tout à fait. C'est drôle parce qu'au début des années 2000, les tracés dans les forêts, ils étaient bien aimés. Hockenheim, on l'aimait bien dans le temps qu'il était La différence, c'est que les forêts étaient restées là. Ah, là, on va tout défricher. Ouais, OK. Voilà. Donc, puis rapidement, je pense qu'on va finir le bloc aussi parce que au niveau de la F1, ça commence à sentir la marmite, hein? Ça commence à sentir l'eau chaude pour certains, puis j'aime ça. Amenez-en de la potion magique, ça sent bon. Ouais, on a déjà mentionné pas mal par rapport à Russell. Je crois qu'on a la semaine dernière, je crois qu'on en a parlé rapidement. Là, ça a été confirmé. Je parle des deux de race, je crois qu'on en avait parlé aussi. C'était sorti juste avant qu'on rentre en onde, si je ne dis pas de bêtises. Un coup de balai vient de passer. Oui, et également, on a confirmé que Gasly donc revient pour une autre saison chez AlphaTauri. La seule petite chose, là, je veux qu'on termine sur ce point précis-là. Gasly, on s'entend que chez Red Bull, c'est terminé. Il n'ira plus jamais chez Red Bull. Lui, sa meilleure chance, selon moi, là, chez AlphaTauri, c'est d'avoir une autre belle saison où il va dominer l'autre personne avec qui il va être, Tsunoda. Et après ça, se placer chez Renault. On s'entend, là, c'est sa meilleure chance de pouvoir faire quelque chose. Se placer comme le pilote chez Renault. Malheureusement, son place chez Renault, on s'entend que ton pilote préféré d'ailleurs, Pierre-Luc, il va rencontrer l'ami Bob. Donc Esteban, ça va être bye-bye. Il va devoir partir. Je veux dire, mais à part de ça, on s'entend que c'est la seule chose qu'il peut faire de ce côté-là, c'est ça. Eric n'est pas convaincu, hein? En quoi Renault est supérieur à AlphaTauri? Je m'excuse, mais... AlphaTauri, c'est la deuxième équipe. C'est une deuxième équipe. C'est la deuxième équipe, mais cette année, Gasly a fait des excellents résultats qui donnent lui un coéquipier compétent. Je m'excuse, Kvyat. Il serait en lutte avec Renault et McLaren pour la Formule 1 1.5. Là. Donc... je dis pas le contraire, sauf que malheureusement... À mes yeux, Gasly pourrait atteindre un potentiel très intéressant avec cette écurie-là, sachant qu'il a le might of Red Bull toujours derrière lui, même s'il n'est pas dans une Red Bull. À mes yeux,
j'ai beaucoup de misère à croire que Non. Renault est un pas supérieur pour un pilote comme Pierre Gasly. À mes yeux, Renault, cette année, c'est tel que tel. Ricardo a des belles performances, un podium, quelques quatrièmes places. Ocon qui dépérit dans le fond du top 10, capable de faire des points sans plus. Puis de toute façon, on sait que Ocon et Russell, s'ils n'ont pas de volant, ils seront auxiliaires ou remplaçants chez Mercedes sans trop de problèmes. C'est des poulains de Toto Wolff. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à Esteban Ocon. Je pense que Gasly, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on va le rapatrier chez Red Bull? On vient de nous confirmer que ce ne sera pas le cas. Mais à mes yeux, Pierre Gasly, il allait nulle part autre, peut-être, que chez Red Bull. Moi, à l'inverse, Eric, je vais te dire que je suis pas d'accord parce que si tu donnes un meilleur deuxième pilote aux côtés de Ricardo, AlphaTauri est pas dans le coup contre nous. C'est plate, mais c'est ça. Alors, on parle d'un pilote, on parle d'Ocon qui, oui, a une saison difficile, 40 points derrière son coéquipier. En fait, son coéquipier le double actuellement, il a 80 points. Du côté de Gasly, on parle de 63 points. Là-dessus, il y a un 25 points qui est une victoire que je dis pas qu'il n'est pas mérité. Ça reste qu'en temps normal, ce n'est pas une AlphaTauri qui aurait dû remporter cette course. Faut pas oublier cet aspect-là non plus. Donc, dans mon livre à moi, AlphaTauri connaît une bonne saison, du moins. Gasly connaît une bonne, très très bonne saison Excellente dans les saison. circonstances, mais ils sont pas dans le coup versus Renault. Moi, je vois une écurie au 5e puis une écurie au 7e rang. À mes yeux. Puis il y a Ferrari qui tente les deux, qui roule à un pilote depuis le début de l'année. Il y a 4 écuries qui roulent à un pilote cette année, Eric. Hein. T'as AlphaTauri, t'as Renault, t'as Ferrari, puis t'as aussi Racing Point. Ben non, pas Non, Racing Racing Point. Point, pas Les du 4 tout. dernières Red Bull. courses, là, Racing Point. Red Bull. Racing Point est en ce moment Red dans Bull, le Red Bull, Red Bull, excuse-moi. oui. Chercher la 4e écurie. Mes excuses. Oui, clairement, Red Bull, là, Albon est pogné en sandwich entre Non, Norris Racing et Point, je Gasly. fais l'avantage. Si un pilote qui est pas là, l'autre va prendre la place. Il se complète présentement. Ça, il n'y a aucun problème du côté de Racing Point. Si c'est pas Stroll, c'est Perez. Si c'est pas Perez, c'est Hülkenberg. Donc, le travail se fait de ce côté-là. Écoute, Ouais, c'est il ça. y a 6 points de différence entre Racing Point, McLaren et Renault au 3e, 4e et 5e rang. 126, 124, 120. Faites vos pronostics pour qui va terminer 3e à la fin de la saison. On a peut-être un meilleur championnat. Wait, on a une meilleure lutte au championnat qu'au premier rang anyway. Fait que on va se le dire. On a un spectacle pour le midfield. Renault est dans le coup de cette lutte-là. Ferrari est 27 points derrière. Et oui, AlphaTauri est encore un autre 23 plus 20, 43 points derrière. Mais la différence, c'est qu'ils ont juste un pilote qui est capable de faire des points, qui vient depuis le début de la saison et de la misère à faire Q3. Mais bon, pour revenir au point principal au niveau de Gasly, je veux dire, le point reste que malheureusement, AlphaTauri reste une deuxième équipe de Red Bull. À un moment donné, Red Bull va vouloir avoir deux poulains de ce côté-là qui vont pouvoir placer et les voir se battre pour pouvoir faire l'équipe principale. Malgré ce que Horner dit que oh, c'est rendu une équipe qui va devenir légale. Non, c'est de la C'est foutaise. pas Helmut Marko qui a dit ça? C'est Me Marco, semble que c'est Marco et Horner, les Ouais. deux l'ont dit. Les deux l'ont quand Les même deux dit. l'ont dit? Oh oui, Ok. ils l'ont dit les deux, puis on s'entend que c'est des menteries, là, c'est des mensonges, je suis sincèrement désolé. Là. Bullshit! Tout à fait, tout à fait. Et bref, tout ça Et pour dire juste pour confirmer le point d'Olivier, qu'on est en attente à savoir si Yuki Tsunoda, qui est en ce moment, je pense, au 3e rang en Formule 2, aura ses points de super licence, puisque c'est lui, selon l'article que je viens de voir, là, qui est vraiment dans les rumeurs pour être l'adjoint du côté d'AlphaTauri à Pierre Gasly. Tsunoda qui a 147 points, 2 petits points devant son plus proche rival. Il y en a 2 à 140 points derrière, donc 2 qui sont 7 points derrière. Et pour le deuxième rang, on est 22 points derrière Callum Ilott. Ça va être difficile. Donc, pour Tsunoda, ça lui prend un week-end, je vais dire, pas parfait, mais un week-end stable du côté de Sakir le 26 et 28 novembre. Et c'est quand même intéressant, messieurs. J'ai presque le goût d'écouter ces courses-là, puisqu'il y a un enjeu pour un des pilotes qui est un siège en Formule 1 pour la prochaine saison, sachant que devant lui, Mick Schumacher et Callum Ilott, on les prévoit. Schumacher, on le prévoit du côté de Alfa Romeo. Et Callum Ilott, qui est un protégé de. Rappelez-moi rapidement, je pense, Ferrari aussi. Ferrari. Voilà. Donc, Schumacher et Ilott, les deux vont se battre, justement, j'imagine, pour le baquet là, du côté. L'ancien baquet de Charles Leclerc, là, le baquet préparatoire à devenir un tifosi officiellement. Donc, souhaitons-leur le meilleur des succès lors de la prochaine saison et des essais pour s'y mériter ces sièges-là, sachant que
Du côté de Raikkonen, on va rester dans les parages tant qu'on voudra rester. Du côté de Giovinazzi, si on reste encore, j'ai des grosses questions à poser de ce côté-là. Voilà, donc on va conclure du côté de la Formule 1. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là-dessus, messieurs. Allons du côté de l'IndyCar, alors que on chiale par rapport à Lewis Hamilton, mais Scott Dixon, c'est son 6e championnat qui vient de confirmer en fin de semaine, justement, du côté de l'IndyCar. J'aimerais qu'on parle de pilote talentueux, un talent générationnel pour ce qui est de l'IndyCar. Scott Dixon, on peut rien dire de plus, c'en est un. Et Écoute, Je vais quand même Pensez- mettre une bémol. Je vais quand Vas-y. même mettre une bémol. Parce que à 5 courses de la fin, évidemment, il y a des double headers, on s'entend. À 5 courses de la fin, rappelez-vous, il y a un mois, on en avait parlé, j'avais dit, c'est fait, là. Scott Dixon remporte le championnat, là, c'est presque assuré. Mhm. Il a à peine été capable de finir dans le top 10 les quatre courses suivantes, ce qui a fait en sorte qu'à la dernière course de la saison, on a eu un championnat, messieurs. On a eu une course qui a été remporté en plus par New Garden, qui est le Éric Gaudreau-Drapeau en 2020 à Indy. Il a terminé deuxième au classement. Il a terminé qu'à 16 points de Scott Dixon. Puis rappelez-vous, il était loin, mais loin. Là. Merci, M. Andrea des Césaris de la Racing Challenge. Je tiens à mentionner, du côté de Dixon, comme tu le mentionnes, ce n'est pas le même scénario où est-ce que, en ce moment, j'ai fait les calculs, là, Lewis Hamilton, s'il a un week-end parfait à Imola, 26 points, et que Bottas n'en fait aucun, Hamilton était à 1 point de valider son championnat à 4 courses de la fin de la saison. En fait, je te facilite la vie. Si Hamilton termine au maximum 4e comme pire résultat à chacune des courses et que Bottas en plus remporte les 5 épreuves suivantes et qu'il a le point boni, Hamilton est malgré tout champion par au moins, 9 points. Donc, tu sais, on va se dire que c'est réglé dans le cas de Lewis Hamilton. Mais Scott Dixon, très impressionnant. Force de constance. Certains vont dire qu'il est encore avec Chip Ganassi. Et oui, ça peut aider effectivement. Par contre, je dirais ceci. C'est que non, Dixon est avec Penske. non, Je me j'ai je suis en train été de Ganassi. Chip Ganassi. Chip Ganassi, merci. Là, il se rapproche à un seul championnat du record de la série qui est détenu par, je vous laisse deviner, messieurs. Je vais dire AJ Foyt, mais je suis pas sûr. Bravo. Avec 7 Ouais. championnats, lui aussi également. Alors, si Scott Dixon est capable de le faire au cours de la prochaine année, il égalera son tour. Ce sera 2 années de suite qu'on égale des marques de record de manière très importante dans le championnat, dans des championnats de course automobile. Bon, on se rappellera, Johnson l'avait fait en 2016 avec son championnat en NASCAR. Mais ça démontre juste une chose que l'IndyCar est un petit peu le même problème qu'en F1, c'est-à-dire si vous n'avez pas une des 3 écuries en avant, oubliez chance de victoire. Et Dixon, on va lui donner un autre crédit, Luc. Il a 40 ans cette année. Ah oui. Son premier championnat date de 2003. Donc, être 17 ans dans le circuit et de gagner 6 championnats dans cette période. Mhm. Et ce n'est pas des championnats consécutifs. Écoutez, il y a au moins 3 ans qui séparent chacun de ces championnats. 2003, 2008, 2013, 2015, 2018 et 2020. Il y a toujours au moins 2 saisons qui séparent ces championnats. Il n'a jamais été en mesure de faire back-to-back, mais 6 championnats, 17 saisons, ça fait partie, à mes yeux, là, de l'élite du sport automobile. Triste de se dire d'une certaine façon qu'il n'a pas eu sa chance dans d'autres sphères un peu plus élevées du sport. Il a été, je crois, il y a eu des offres pour faire de la V8 Supercar en Australie, mais évidemment, il ne voulait pas faire sa marque à cet endroit et il a décidé de déménager aux États-Unis pour aller tester en Indy Lights. Mm. Mais on a peut-être manqué un sous le radar là, du côté des. Je nommerai pas la série. Je vais faire ma langue sale. Oui, Je vas-y. vais dire, je vais faire ma langue sale, puis je vais dire peut-être, quoi qu'il n'était pas si en forme que ça. Je m'en allais dire Dario Franchitti, le fait qu'il s'est. Oui, je vais le dire, le fait que Dario Franchitti se soit connu. Mais non, ça a plus ou moins rapport, mais Franchitti était quand même bien parti là, pour venir mettre des bâtons dans les roues en 2013 jusqu'à Houston. Là, mais je pense que c'est un pilote aussi si ça n'avait pas été de son incident à Houston, il aurait pu peut-être donner un petit peu plus de fil à retordre à Scott Dixon. Mais moi, la question que je me pose, c'est avec l'intérêt que McLaren porte à l'IndyCar avec Zach Brown, est-ce qu'il va y avoir un peu plus de compétitivité dans la série? Je pense que oui au cours des prochaines saisons. Mais c'est plate, effectivement, qu'il n'y ait personne qui ait donné une vraie chance là, à Scott Dixon. 2004, BMW lui avait donné un essai en Formule 1
Alors qu'il était Ouais. avec les moteurs Toyota. Je vais quand même mentionner là, pour répliquer à ce que tu viens de dire, Luc. Oui, peut-être que si Frank Kitty avait été en forme, comme tu dis, il aurait peut-être remporté le championnat à la place de Dixon. Mais Dixon a été 13 fois sur ses 17-18 saisons dans le top 3 Ah, je sais, non. je l'ai mentionné la semaine dernière, là, je le Ouais. mentionne encore. Fait que sa place est amplement méritée là, comme champion de la série. 6 fois champion de la série, comme on l'a mentionné plus tôt. Puis oui, effectivement, les écuries, ça aide un peu. Hein, un peu beaucoup. Courir avec Penske, courir avec Chip Ganassi. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas la Formule 1 non plus. Donc, il y a beaucoup du pilote qui fait en sorte que la voiture, au bout de la ligne, est compétitive. Mais je peux me mettre dans la peau du Scott Dixon. Quand on est un pilote avec autant de talent dans une série, un peu comme Sébastien Bourdet l'a fait en Champ Car, je ne sais pas si ça me tenterait, pour être franc, de faire le move puis d'aller en Formule 1, considérant que ta carrière peut être quand même assez scrappée dû aux performances ou dû au fait qu'on court avec une écurie déficiente, puis après ça, ben, tomber plus bas que l'IndyCar. Puis, tu sais, je veux dire, Scott Dixon, il doit quand même gagner des bonnes sommes d'argent aussi, là, on s'entend. Là. Oui, c'est clair, net C'est et pas précis. Lewis, là. Pas Lewis Hamilton, on s'entend, Non. mais. Ouais. Disons qu'au niveau financier, il est bien garni. Donc, j'ai bien hâte, moi, la saison prochaine, mais surtout mes concours à Nashville, Tennessee, sur le magnifique pont. Hein. J'ai bien hâte des angles de vue que ça va donner. Tout à fait. Donc, c'est ce qui va conclure notre portion sur l'IndyCar. Rapidement, donc on va passer la parole à notre Pauloud, si on veut, de cette balado. Donc, pour un quiz, Pierre-Luc, sur quoi porte-t-il cette semaine, mon cher? L'infâme boule noire. Messieurs, justement, quoi de mieux que du sujet qu'on vient de parler que de vous lancer sur un quiz qui va être justement, le sujet va être les champions de la série kart / IndyCar, évidemment. Donc, on sait qu'il y a eu une scission en 96 entre ces deux séries-là et qu'on a fini par revenir par la suite. Donc, les champions que vous allez devoir deviner sur évidemment sur le quiz que j'ai fait peuvent provenir des deux séries. De la même, évidemment. Vous aurez compris. Ah ouais, shoot, go. Maintenant, laissez-moi quelques secondes. J'ai des C'est problèmes long. d'infographie de mon côté. Mes C'est long. excuses. Ah, entre-temps, je vous précise que NASCAR, après 72 heures, est en mesure de compléter son épreuve au Texas. Et c'est Kyle Busch qui, hors de la chase, réussit à aller soutirer la victoire. Kyle Busch qui complète donc une 16e saison consécutive avec un gain. Et malheureusement, ça va avoir pris 72 heures. C'est le plus long délai d'une course depuis 1973. Il faut monter à Bristol, course qui avait été complétée 2 semaines plus tard. Je te laisse la parole d'aller. Très bon résumé. Vous devez me donner le pilote ainsi que l'écurie. Si vous me donnez juste un des deux, 0.5 points. Seigneur, ça va être Et l'autre dégueulasse. 0.5 points peut être remporté par n'importe qui de vous trois. Bonjour, on peut-tu donner la victoire tout de suite à Turcotte? Donc, Ah, dans ta peu, le 0.5 points peut faire la différence. et voilà. Luc. Ah, Bon, go. Si je vous dis 1991. Olivier? Seigneur. Oui. Fittipaldi, Penske. Emerson. C'est 0 pinball. Ok, pour monsieur Gaudreau et monsieur Carbonneau, On a-tu le droit à un indice? on va y aller avec l'indice. Il est américain. Ah, Ben oui, méchant gros. Ah. Michael Andretti. Bonne réponse. What? Avec quelle écurie maintenant? Greenery, attends un peu, non. Ouais, Andy Racing Green, là. Team Non. Racing Green. Droit de réplique? est-ce que je peux répondre, pareil, même Bien si... sûr. Non. Ah, on peut-tu mettre une limite de temps? Ah, Cinq? je pense qu'on va passer je à la vais, deuxième je vais y aller question. rapidement, New Menace. Ben c'est ça! 0.5 points pour monsieur Turcotte. Oui, il a remporté le championnat en 91 avec Newmanaz. Et bon, pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé par la suite. Fiasco en Formule 1.
Puis, on est revenu en IndyCar et on a fait la pluie beau temps encore une fois. Deuxième pilote, mes chers amis. Je vous dis l'année 1998. Ça devrait être facile. En kart ou Indy? Oui. Oui, excuse-moi, je vais le mentionner, c'est en kart. Oui, excuse-moi, Ali. Juan Pablo Montoya, Chip Ganassi. 0.5 points. Olivier? Oui. Alessandro Zanardi. Merci. Oui, Alexandro Zanardi en 98, c'était son deuxième championnat consécutif avec Chip Ganassi. C'est juste après, c'est en 99, Montoya. Ah, je suis Ça désolé. faisait 4 99 puis consécutifs 2000. pour Ganassi en plus. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, donc Montoya qui a Eric, s'il te décidé plaît, de passer. endors-toi pas. Ah ouais, Eric, J'ai pas le temps de répondre. Je veux dire, Zanardi, j'y ai pensé, mais la seconde que vos noms sont nommés, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Montoya qui a passé de pilote d'essai chez Williams, si je ne me trompe pas, à pilote titulaire chez Ganassi. Et Zanardi a fait le chemin contraire, lui. Il est parti chez Williams pour aller disputer sa dernière saison en Formule 1 qui a été, on va se le dire, catastrophique dans son cas. Maintenant, troisième pilote, je vous dis série kart 2003. Luc. Oui. Scott Dixon. Avec Real Racing. 0. Eric, Oui. Texas n'a jamais changé d'équipe. On l'a nommé tantôt. Ouais, par faut que contre, t'en nommes, par là. contre. Non, vous non, avez- non, 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 excusez. Ouais, j'avais l'air d'un gars qui disait good job, mais je Non, faisais juste j'ai- raconter j'ai- ton point. C'est Olivier, la que c'est vrai réponse. qu'il n'a jamais changé d'équipe. Mais vas-y, Oli. Paul Tracy Players. Et voilà! Hein? Ouais, en 2003, notre mal-aimé Paul Tracy a remporté, oui, il a remporté Players Foresight, en fait. en série kart avec Players Foresight. En kart Indy. J'ai mélangé 2000. J'ai mentionné que c'était en kart, en passant, messieurs. Non, t'as mélangé Indy et kart, puis je me suis fait avoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que Car. Ouais, bref. Anyway. Ah, mais c'est la particularité de cette série, hein? De s'être séparé et d'être revenu. Là, c'est ça beau, marche là. tout le monde. Tu as coté le point. Quatrième question. Je vous dis 96, messieurs. 1996. Kart. En série kart, oui. Olivier. Oui. Vassar, Ganassi. Oui, ben évidemment, on a dit 1 de 4 tantôt. Jimmy Vassar était le premier de 4. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que c'était pas un si bon pilote que ça. Quand Zanardi est arrivé pour lui manger 2 championnats, il part, Montoya arrive, lui, et va manger un autre championnat aussi pour Chip Ganassi. Comme on dit, il a connu son ami Bobby, Monsieur Bob, c'est son prénom. Et le dernier pilote, et non le moindre, je vous dis 1992. Et là, je vois le vide incroyable dans vos yeux. 1992. Eh, Seigneur, j'ai vraiment un blanc dans la tête, ça n'a pas de bon sens. Moi, t'as dit 93, Je vais essayer Nigel Mansell, mais je suis pas sûr. Malheureusement, non. T'es 93. pas loin, par exemple. C'était en 93. Mais juste avant, c'est un pilote américain, évidemment, comme la plupart dans cette série. Oui, Luc. Bobby Real. Le frère de Graham. Oui. Penske. Et vous m'excuserez mon infographie, mais non. Non, c'était pas avec Penske. Newmanaz. Et est-ce qu'on donne la langue au chat là, du côté Ouais, des je pense deux que autres? oui. Ouais, je pense que oui. Mais Avoir oui, le tu as gang, fait que. Et en fait, il a gagné en 92 avec sa propre écurie, Real Hogan Racing. J'étais pas sûr si c'était déjà. Je pense même que c'est 92-93 qu'il a fondé son équipe. C'est en 92. Il a fondé son équipe et il a remporté le championnat. Puis bon, ben, on sait, Bobby Real, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était dans cette série, donc il était plus ou moins sur son déclin par la suite. Et il a été aidé par un fameux moteur Honda qui ne tenait pas du tout la route. Ça a mis un frein plus ou moins à sa carrière qui, par la suite, s'est retrouvé un peu comme un pilote midfield, si on veut. Jusqu'en 98, je crois. Oui, exactement. 98 qui a été sa dernière saison en série kart. Bref, comme dirait notre bon ami français, merci, Honda.
Donc, et merci Pierre-Luc aussi pour ton. Donc, pour le quiz, très intéressant, encore une fois, d'en apprendre d'en apprendre beaucoup sur l'histoire de l'IndyCar. Parle pour toi, Olivier Turcotte, t'as vraiment rien, c'est ça? Moi, j'ai Tu vois, pas. parce que moi, j'aurais pensé que c'était un quiz qui était un petit peu moins pour Olivier, mais finalement, ben, je me suis royalement Ouais, trompé. en effet, mais c'est pour ça, c'est Ouais, pas. ça, c'est la prochaine fois que je vais faire les quiz. On va voir que c'est Andaler et Oli qui va tirer son épingle du jeu, parce qu'en ce moment, moi puis Luc, on est plus des figurants que d'autres choses. Ben, Luc a Parle répondu pour quand toi. même. C'est juste que c'est. Malheureusement, il connaît Ouais, pas les j'ai écuries. répondu aussi. Tu parles pour toi. Donc voilà, on va aller maintenant du côté du sim racing. C'est quand même passé plusieurs choses. Tout d'abord du côté de la série NASCAR Cup, comme je disais à Valley Jonction. Eric et Pierre-Luc, la semaine dernière, on était du côté. C'était pas du côté d'Iowa, du côté de Dover. La semaine dernière pour une course sur le béton, en fait. Je te laisse parler, Eric. Une course, définitivement, qu'on peut définir de béton. Très belle épreuve. Je pense que ça a été chaudement disputé à l'avant. Quand je dis chaudement disputé, ben Fred Moreau qui a pris son envol et n'a jamais regardé derrière. Ça a été une domination de sa part de drapeau à drapeau, drapeau vert à drapeau à damier. Il a remporté le segment. Il balaye cette épreuve et vient consolider là, sa première place au championnat en saison régulière avec 2 courses à faire en saison. Mathématiquement, ce n'est pas fait, mais logiquement parlant, là, on est pas mal là, dans le, le- le- le siège du conducteur. On a 112 points d'avance sur la 16e place et 116 sur la 17e. Donc, il faudrait perdre 50 plus points par course, 57 pour terminer 16e. Et le maximum qu'on peut faire, c'est 61 points. Donc, les mathématiques sont très en faveur de Fred Moreau. Je pense que j'ai de la misère à dire là, que ce n'est pas mathématiquement fait pour ce dernier. Il a maintenant 16 points d'avance sur la surprise de la saison. Steve Drouin, encore une fois. Il a terminé sur, si je ne me trompe, la 3e marche du podium Oui. vendredi dernier à Dover pour une 3e fois cette saison, je crois. Je dirais deuxième, mais. 2e ou 3e. On me Ouais, c'est un ou l'autre. confirmera. Mais la statistique qui est éloquente du côté de Steve Drouin, il est 2e au championnat, 16 points derrière Moreau, 5 points devant Jean-Raphaël Morin, qui concède le premier rang au championnat. Et Steve Drouin n'a mené aucun tour. Il a une moyenne au départ de 24,25 et il a une meilleure moyenne à l'arrivée, messieurs. Il est à 7,63. Les deux autres autour de lui, 13,13, 13,25. C'est complètement débile. On le voit, puis Absolument. de loin, là. De loin qui est en avance sur l'average finish. C'est pour lui, on va se le dire, c'est une saison parfaite. Si vous vous comparez aux autres, là, c'est une saison parfaite qu'il connaît. Autant qu'il a décidé de partir derrière quand on voyait qu'on ne voulait pas faire, on n'était pas capable de faire un temps qui avait du bon sens. Autant que dans les 2 dernières courses, on a décidé de se qualifier parce qu'on savait qu'on allait être performant. Peu importe la stratégie qu'il employait, il était toujours là où il fallait pour faire des gros points importants, puis c'est pour ça qu'il est deuxième. Et Pierre-Luc, ce qui est génial avec ce classement en ce moment, un des points qu'on ne soulignera pas assez, c'est que dans le top 10, il y a 9 équipes de représentées. Et pourquoi il n'y en a pas une 10e? C'est parce que Jean-François Lavoie, au 10e rang, est considéré comme un indépendant. Donc, il n'y a pas une équipe qui domine dans le championnat. Il y a vraiment des pilotes bien répartis. C'est toujours les Roadhogs qui ont le premier rang, mais seulement par 6 petits points devant les Lavoie Motorsport Stingray de Moreau et Guyon, qui, bon, depuis, on va dire, les 2 ou 3 dernières épreuves, ont subi le réveil qu'on s'attendait de leur part. Guyon, encore une fois, malchanceux là, lors de la dernière épreuve, a évité de justesse un incident et pénalisé dans la ligne des puits dans le coin du 94e tour et se retrouve impliqué dans l'incident suivant au 97e, terminant son épreuve. Mais lorsqu'on considérait que Road Dogs avait près de 60 points d'avance au chapitre des équipes et qu'ils sont maintenant que 6 points devant la 2e place, ben, ça vous donne une idée. Et derrière, ben, la lutte est encore plus intéressante. Il y a 4 équipes en dedans de 39 points et il y a un petit point qui sépare KMR Warrior 2 de Gagné et Drouin de la 4e place détenue par Lavoie Motorsport, iRock, La Douceur et Jean-François Pilote. Donc, il y a des luttes partout dans ce top 10. Il y a beaucoup de surprises. Et lorsqu'on regarde évidemment la position qui nous intéresse, en ce moment, elle est maintenue par Yvan Hébert au 16e rang avec 218 points. Il a 4 points d'avance sur Alex Guyon. Simon Magin, Michael Tifo et Sébastien Charon-Daniel complètent le top 20. Et tous ceux qui sont devant Hébert, ben, il y a 6 points d'avance pour Kev Prou.
et 8 points d'avance pour Jean-François Pilote. On commence à voir là, cette bataille pour les séries éliminatoires se dessiner. Un Jonathan Varanaskas avec ses 2 deuxièmes places consécutives pour la formation Underdog est maintenant au 12e rang. Donc, lui aussi est en train de se forger une place en éliminatoire. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il reste encore 2 épreuves. Il reste Iowa, qui est un tracé de 7/8 de 1000. Je vais le dire asymétrique, même si elle est quand même de géométrie similaire, mais en termes d'asymétrie, je veux dire que le virage 1 et 2 est très différent du 3 et 4. Où est-ce que dans le 3 et 4, on a plusieurs lignes possibles, on peut voir plusieurs trajectoires, autant le haut que le bas du tracé va être utilisé par les pilotes, alors que le 1 et 2 est beaucoup plus single lane, là, si je peux le dire ainsi, avec une seule trajectoire possible, vu la surface beaucoup plus bosselée à cet endroit. Donc, ça va donner une course très intéressante. Encore une fois, à mes yeux, Fred Moreau est un grand favori. C'est un tracé qui lui convient, un tracé qui lui a déjà été souriant dans le passé, mais ça reste une short track. Ça reste un tracé où est-ce qu'on risque de voir du brasse camarade et quelques coups de pare-choc placés. Mais bon, évidemment, ce n'est pas une question d'agressivité du côté des pilotes. C'est une short track, c'est la réalité. Et on s'attend à avoir une très belle course ce vendredi dès 20h45 sur les ondes de CFTV. 9e épreuve de la saison régulière de la série NASCAR Cup Autonome Chaudière-Vallée-Jonction en direct du circuit de Iowa. Et n'a pas manqué non plus dans 2 semaines, dans le fond, pas ce vendredi, mais vendredi prochain, la course de Talladega. Elle est commanditée et présentée par Drouin Frères, concessionnaire GMC de la Beauce. Et il y a une bourse de 160 $ au vainqueur de l'épreuve. Ça, c'est une très belle annonce, un très beau partenariat qu'on tenait à souligner. Donc, dans 2 semaines, du côté de Talladega, la dernière épreuve de la saison régulière. Et comme on le mentionnait, Pierre-Luc, au pilote en entrevue, je pense que tout le monde est au courant que cette 10e course de la saison risque d'être aussi bardassé que de voir une douzaine de balles dans un boulier. Ah, faut s'en attendre. C'est sûr que c'est effectivement, on utilise souvent le terme loterie pour ce type de course, mais ça risque de l'être quelque peu, mais on risque d'avoir des bons coups. Et on risque peut-être de voir un Big One. Je le souhaite pas, mais on va se battre pour une bourse vraiment intéressante, puis on va être beaucoup sur une piste où on va tenir la pédale au plancher. Donc, je le souhaite pas, mais chose sûre, c'est qu'on va avoir de l'action jusqu'à la fin, puis tu l'as prouvé avec le classement, Eric, parce qu'il y a à peu près 14 pilotes qui peuvent se battre. On parle de la 12e aller jusqu'à la 24e, même 25e position, qui peuvent encore... Il y a comme 5 ou 6 positions qui sont facilement jouables pour les séries éliminatoires là, d'ici la fin. Donc, suivez-nous jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la toute dernière course, parce que il n'y a pas une position de jouer encore entre la 10e et la 25e. Ça risque d'être très intéressant. Oui, ben, je te confirme, Pierre-Luc, rapidement, avant de laisser l'antenne ou la suite à nos collègues Olivier et Luc pour. Entre la 11e, excuse-moi, j'ai dit 10e, là, la voix est un peu haut, là, mais Ben, entre la 11e et la la 25e. 28e place de Martin Giroux en ce moment, elle est 39 points derrière la 16e d'Yvan Hébert. Et en C'est 2 encore épreuves, jouable. 39 points, c'est encore tout à fait jouable. Donc, il y a encore énormément de pilotes qui peuvent se classer, encore énormément de choses qui peuvent arriver. Et tout ça, ben, on pourra suivre cette action dès ce vendredi 20h45 sur les ondes de CFTV. Voilà, donc merci beaucoup, messieurs. On va aller maintenant du côté de donc, la série GT Championnat Québec, la division Taxi du Nord, pour résumé de la course de la semaine, des courses plutôt de la semaine dernière, alors que on s'est divisé la victoire là, du côté de Mickey Mike et de Nian Tisto du côté du circuit de l'Autopolis au Japon. Exactement. Nian Tisto qui effectue un retour lui, après son absence à Dragon Trail. Nian Tisto qui était en mesure là, de venir soutirer la première course de la soirée à Mikey Mike. Et il s'en est fallu de peu pour que Mikey Mike réussisse un programme double parfait. Il a terminé une fois de plus derrière Nian Tisto. Et Mikey Mike s'est cependant repris là, à la deuxième épreuve là, avec une meilleure stratégie pour gruger là, et terminer devant Nian Tisto par près de 5 secondes. Mikey Mike qui a remporté ainsi sa 6e victoire de la saison qui comporte 8 courses. Et Nian Tisto, lui, donc, est le seul autre pilote vainqueur dans la série avec 2 petites victoires à sa fiche. Ça a quand même bien passé. Surtout à la Dave qui était là. Joss aussi, qui a vraiment donné un bon spectacle avec Dave en fin d'épreuve, et John. Ça a été plus difficile pour Psycho qui a été impliqué dans un incident. D'ailleurs, Dave a été pénalisé à la suite de ce contact-là. Samio a pas mal fait non plus. C'est un nouveau pilote qui est apparu de la Dragon Trail pour
dans la première division, a fait le saut. Et soyons honnêtes, Olivier, on voit qu'il a vraiment de la performance brute. Par contre, il manque un petit peu de peaufinage à faire de son côté pour être vraiment en mesure de bien rivaliser face à Niantisto et à Mikey Mike. Des erreurs ici et là qui ont fait en sorte qu'il a été peut-être en mesure d'être un prétendant sérieux à la victoire. Mais encore une fois, Mikey Mike qui accentue son avance à 49 points d'avantage de son Niantisto alors qu'on a à peine franchi la moitié de la saison. Oui, et d'ailleurs, Savio, tu fais bien de mentionner justement sa vitesse et le fait justement qu'il est rapide. Il a les 2 points bonus pour les courses de la semaine dernière. Donc, vraiment, quand on parle de côté qu'il est rapide, il l'a. Surtout qu'il avait la voiture justement pour être rapide en début de relais. Merci beaucoup. Donc, on avait la voiture pour être rapide en début de relais. Par contre, après 4-5 tours, déjà, on voyait ces voitures-là justement qui étaient beaucoup plus capricieuses à conduire, alors que du côté de Mickey Mike, et du côté de, je parle de tous les pilotes du team GTCQ, excepté pour. C'était qui déjà? C'était John ou Joss, je me souviens plus exactement. On avait pris l'Audi, alors que du côté des autres, on avait pris c'était La Mégane. La Mégane, merci beaucoup. Je me rappelle plus de la Mégane ou la Golf. Donc voilà, c'était la Mégane de leur côté. Donc la voiture qui était avantagée pour être beaucoup plus rapide ou beaucoup plus constant sur un relais au complet. Et c'est ce qui a fait en sorte justement que Mickey Mike a pu remporter l'épreuve. Parce qu'on était très rapide. Au départ, on avait l'accélération, mais on n'avait pas de vitesse de pointe nécessairement. Et on le voyait tout le long. Dès que Mickey Mike réussissait à être derrière quelqu'un, même l'aspiration n'était pas suffisante pour pouvoir permettre un dépassement. On était pris derrière. Et c'était pas une question de on va ralentir pour garder l'essence. Non. On voyait vraiment la voiture qui était incapable de garder la vitesse. Et c'était carrément ça. Donc, du côté de ceux qui avaient la Mégane, justement, c'était impossible de pouvoir tenter un dépassement ou quoi que ce soit. Il fallait, ou du moins au bout de cette ligne droite-là, il fallait y aller dans la portion sinueuse. Et c'est ce qu'on a réussi dans les longs virages à gauche qu'on passe sur le circuit d'Autopolis. Il y en a 2 en fait. C'est là que les dépassements ont été faits de leur côté. Et c'est là qu'on a réussi à gagner des précieux points et d'aller chercher de diviser le programme double si on veut. 38 points pour les 2 pilotes, Mickey Mike et Niantisto. Oui, c'est 49 points de différence entre les deux, mais ça augure bien là, pour le reste de la saison tout de même si on peut continuer à avoir des épreuves comme ça. Et prochaine épreuve, Luc, on retourne dans nos on pourrait dire dans nos bobettes confortables si on veut. On va du côté de Catalunya, du circuit de Barcelone pour la 5e ronde de la saison. Exactement. Donc, un beau petit tracé que tout le monde n'a plus besoin de présentation. Et ça sera pas ce vendredi-ci, le vendredi dans une semaine, parce que vendredi cette semaine, on sera à Brands Hatch pour le EGT4 Challenge. On est de retour à une épreuve de 60 minutes. Oui, donc une course à 60 minutes cette semaine, donc à partir de 20h20 sur les ondes d'SFTV. Joignez-nous pour cette 5e ronde de la saison de la série EGT4 Challenge, Sprint Challenge, pardon. Et la semaine prochaine, ce sera donc du côté de la série GT Championnat Québec, Division Taxi du Nord pour la 5e ronde de la saison également, comme on mentionnait du côté de Barcelone. En attendant, eh bien, dans quelques instants, ce sera la 5e ronde de la saison du iRacing Challenge qui vous sera diffusée à partir du Circuit of the Americas à Austin, au Texas. En attendant, cette balado, c'est la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents. Merci beaucoup à la maison également d'avoir été présents. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas, vous savez toujours quoi faire. Le petit pouce bleu, le j'aime. Suivez-nous sur Facebook, sur YouTube également. Donc, ça va être mis là également dans les prochaines heures si vous nous regardez en direct. Invitez également vos amis à venir nous rejoindre, partager. Amenez la bonne nouvelle à tout le monde, on apprécie vraiment d'avoir plus de monde. On approche d'ailleurs les 500 abonnés, les 500 j'aime sur la page, donc merci beaucoup. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre édition de cette balado SFTV, la 20e, qui sera diffusée. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Salut!